Beaucoup d'étrangers imaginent la Thaïlande comme un seul bloc, un seul peuple, une seule culture, une seule façon d'être thaï. Alors qu'en réalité, la Thaïlande est beaucoup plus diverse que ça. Et pourtant, malgré toutes ces différences, il existe encore quelque chose qui fait lien. Alors la vraie question, ce n'est pas les Thaïs sont comment? La vraie question, c'est qu'est-ce qui fait encore qu'on se reconnaît comme Thaï dans un pays aussi multiple? Ok, donc aujourd'hui, on va parler d'un malentendu assez profond sur la Thaïlande. Parce que beaucoup d'étrangers arrivent ici avec une image très simplifiée du pays. Ils imaginent souvent un peuple, une culture, une personnalité nationale assez uniforme. Comme si les Thaïs, c'était un seul bloc. Alors qu'en réalité, la Thaïlande est beaucoup plus diverse que ça. Les régions ne se ressemblent pas, les accents ne se ressemblent pas, les cuisines ne se ressemblent pas, les visages, les origines, les héritages religieux, les tempéraments ne se ressemblent pas non plus. Et pourtant, malgré toutes ces différences, il existe quand même quelque chose d'assez fort, une forme de compréhension commune, une manière de se reconnaître. Presque une sensation partagée d'être du même pays, même quand on n'a pas la même histoire. Il y a une phrase thaï que j'aime beaucoup qui provient d'une chanson qui dit Khon ban deo kan, kemong ta kan, que khotay you. Qui veut dire en gros, quand on est du même monde, du même pays, parfois un simple regard suffit pour se comprendre. Et au fond, c'est peut-être ça la vraie question de cette vidéo. Qu'est-ce qui fait quelqu'un de Thaï dans un pays aussi multiple? Premier piège très simple, c'est que beaucoup d'étrangers découvrent la Thaïlande par Bangkok ou par la Thaïlande centrale. Et sans même s'en rendre compte, ils prennent souvent cette première image pour le modèle thaï. Or, Bangkok, ce n'est pas la Thaïlande. Bangkok, c'est une couche de la Thaïlande. Une couche très visible, très puissante, très influente, mais une couche quand même. Parce que Bangkok donne une image très particulière du pays. Plus urbaine, plus rapide, plus moderne, plus tournée vers l'apparence, plus connectée aux réseaux sociaux, plus codée aussi par le travail, le statut, la réussite visible. Et forcément, comme c'est souvent la première Thaïlande que les étrangers voient, ils finissent par croire que c'est la Thaïlande tout entière. Alors qu'en réalité, Bangkok est parfois à la Thaïlande ce qu'est Paris à la France. Une capitale, une vitrine, un centre, mais certainement pas le résumé de tout un pays. Et pour moi, c'est là qu'on commence déjà à mal lire la Thaïlande. Parce que ce que beaucoup d'étrangers appellent la Thaïlande, c'est souvent juste Bangkok. Et dès qu'on sort de Bangkok, on comprend quelque chose d'important. La Thaïlande n'a pas un seul tempérament. Elle a plusieurs sensibilités qui coexistent à l'intérieur du même pays. Prenons déjà l'Isan. L'Isan, pour beaucoup de Thaïs, ce n'est pas juste une région, c'est une identité très forte. Il y a une vraie fierté issanaise, une chaleur sociale très particulière, quelque chose de plus direct, parfois dans le lien, plus vivant, plus communautaire. Et surtout, l'Isan influence énormément la Thaïlande. Tout le pays, que ce soit par la cuisine, par la musique, dans la main-d'œuvre, dans tout ce qui fait tourner Bangkok aussi d'une certaine manière. Mais avec ça viennent aussi les malentendus et parfois des stéréotypes de classe. Parce que l'Isan est à la fois centrale dans la vie du pays et souvent mal lue par ceux qui la regardent d'en haut. Ensuite, il y a le Nord. Là, dans l'imaginaire thaï, on entre souvent dans quelque chose de plus doux, de plus calme, plus posé. La parole paraît plus souple, le rythme semble plus lent. La cuisine, elle aussi, a sa propre identité. Il y a souvent autour du Nord une image plus thaïenne, plus apaisée, plus retenue. Bien sûr, ce sont des tendances, pas des cases, mais elles existent dans la manière dont les Thaïs se perçoivent entre eux. Et puis aussi, il y a le Sud. Là, on change encore d'énergie. Le Sud, dans beaucoup d'imaginaires thaï, c'est une identité forte, des personnalités plus affirmées, une parole parfois plus rapide, plus intense, parfois plus directe aussi. น้องน้องอย่ามาทำแถวนี้หมากแรงที่ แปลว่าทำตัวกลางในภาษากลางค่ะ อย่ามาว่ากันพันนีแล้วไม่ทราบอรอทีละพันนี แม่กำลังจะสอนค่ะว่าให้ทำตัวเรียบร้อยอย่า La cuisine est très marquée. La présence musulmane dans certaines zones donne aussi au Sud une texture sociale différente. Et même les Thaïs eux-mêmes aiment jouer avec ces stéréotypes sur les gens du Sud en disant qu'ils sont plus nerveux, plus forts, plus entiers.
Donc déjà, rien qu'à l'intérieur du pays, on voit bien une chose. La Thaïlande n'est pas un seul caractère national. C'est déjà plusieurs manières d'être thaï qui coexistent dans le même ensemble. Et puis, il y a une autre chose qu'on oublie souvent quand on parle de la Thaïlande, c'est que sa diversité n'est pas seulement régionale, elle est aussi historique, familiale, culturelle. Beaucoup de familles thaï aujourd'hui portent en elles plusieurs couches d'héritage. Prenons déjà le cas des Sino-Thaï. L'influence chinoise dans la Thaïlande moderne est immense. Dans le business, dans l'éducation, dans certains noms de famille, dans la cuisine comme toujours, dans la culture urbaine surtout à Bangkok avec Yaowarat, le grand quartier chinois. Et pourtant, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de Sino-Thaï ne se vivent pas comme à moitié Thaï ou comme un groupe à part. Ils se vivent comme simplement Thaï. Et c'est pareil d'une autre manière avec les influences indiennes et la communauté thaï-indienne. On en parle moins, mais ils sont partout, dans la religion, dans la langue, dans les mots venus du sanskrit ou du pali, dans certaines communautés sikhs ou hindoues parfaitement intégrées à la société thaïlandaise, dans les commerces, dans l'or, dans le textile, dans des couches très anciennes de l'histoire du pays. Et là encore, ce qui est fascinant, c'est que tout ça n'a pas empêché l'identité thaï d'exister. Au contraire, elle s'est construite en absorbant énormément d'influences sans cesser de se sentir thaï. Et je pense que c'est ça qui est important de comprendre. La Thaïlande ne s'est pas construite en restant pure, uniforme ou identique à elle-même. Elle s'est construite en mélangeant beaucoup de choses, tout en gardant un sentiment de continuité. Et puis, il y a encore une autre réalité thaïlandaise qu'on ne peut plus ignorer aujourd'hui, celle des Lukhung, les métis. Et là, forcément, on entre dans quelque chose que je connais de l'intérieur. Parce qu'en Thaïlande, être Lukhung, ce n'est pas seulement avoir deux origines. Avec le temps, c'est presque devenu une identité sociale à part entière. On grandit souvent entre plusieurs langues, plusieurs codes, plusieurs façons d'être, plusieurs manières d'être perçu aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en Thaïlande, on ne raisonne pas toujours d'abord en disant franco-thaï, anglo-thaï, américano-thaï, italo-thaï, écossais-thaï. On s'en fiche en fait. Très souvent, la première lecture, c'est simplement Lukhung. Comme si, avant même l'origine précise du mélange, il y avait déjà une expérience commune. Et je pense que c'est vrai, parce qu'entre métis, on se reconnaît souvent, parce que même si on n'a pas la même autre moitié, on en a déjà une en commun. Mais parce qu'on sent qu'on a grandi avec certain décalage commun, c'est surtout ça. Le fait d'être entre deux langues, entre deux cultures, entre deux façons d'être regardé, entre deux manières de se comporter, entre deux attentes aussi. Donc au fond, un Lukhung qui soit franco-thaï, écossais-thaï, américano-thaï, italien-thaï, on peut y avoir des différences évidemment, c'est certain, mais il peut aussi reconnaître très vite chez l'autre une expérience familière, une manière d'avoir grandi entre deux mondes. Et ce qui est très particulier en Thaïlande, c'est que l'apparence compte énormément dans cette lecture-là. Pour un étranger, un métis thaï peut paraître tout de suite foreigner, hein, étranger, c'est-à-dire pas totalement thaï. Le visage, la peau, le nez, les yeux, l'allure, le fait qu'il ressemble plus à un occidental. Tout ça peut lui très vite comme quelque chose de non thaï. Mais du côté thaï, c'est souvent plus subtil que ça, parce qu'un Lukhung peut être vu comme pleinement thaï, ou à moitié dedans ou à moitié dehors. Ou accepté différemment selon sa langue, son accent, son comportement, sa manière de se tenir, sa relation au pays. Et c'est là que ça devient intéressant parce qu'en Thaïlande, l'identité ne dépend pas seulement de ce qu'on est sur le papier, elle dépend aussi de sa manière de se comporter, de comment on parle, de comment on sent les choses, comment on se place, comment on appartient. Et pour beaucoup de Lukhung, cette appartenance n'est jamais totalement fixe. Elle bouge selon les contextes, selon les gens, selon l'âge, selon le regard posé sur vous. Mais au fond, ce qui me paraît important aujourd'hui, c'est encore autre chose. C'est que cette génération-là ne doit plus être vue comme une exception un peu à part. Elle fait déjà partie du présent thaïlandais et je pense encore plus du futur. Les bêtises ont toujours été là. Pendant longtemps, j'avais fait une vidéo dessus où ils partaient plutôt vivre dans le pays, on va dire, occidental de l'autre moitié par facilité d'intégration, d'être un petit peu plus pris dans le paysage. Mais maintenant, je le vois, il reste de plus en plus en Thaïlande. Maintenant, il y a de plus en plus de métis parce que ça se passe mieux ici qu'ailleurs aussi, reste finalement là et il va y avoir une génération future de métis. Donc la Thaïlande va changer de visage. La Thaïlande de demain aura encore plus de visages, plus de mélanges, plus de parcours hybrides, plus de langues, plus de passerelles.
Et ça ne la rendra pas moins thaï. Au contraire, elle sera juste thaï autrement. Et au fond, c'est là que la vraie question commence. Parce que si la Thaïlande est aussi diverse, par les régions, par les accents, par les visages, par les origines, par les religions, par les milieux sociaux, alors qu'est-ce qui fait encore le lien? Qu'est-ce qui fait que malgré tout ça, beaucoup de gens se reconnaissent quand même comme Thaï? Et je pense que la réponse ne se trouve pas du côté de la race, ni du côté d'une région, ni même uniquement du côté de l'apparence. Je pense qu'elle se trouve plutôt dans quelque chose de plus difficile à voir au premier regard. Une manière de lire les situations, une manière de sentir les rapports humains, une manière de comprendre ce qu'il faut faire ou ne pas faire sans avoir besoin de tout expliquer. Il y a aussi un humour partagé, des systèmes de politesse, une façon très particulière de lire l'ambiance d'une scène, la gêne, la place de chacun, le bon moment, le mauvais moment. Des mots comme Keng Chai ou Mai Pen Rai, ce sont pas juste des mots. Ils disent quelque chose d'un réflexe collectif, d'une manière d'habiter le lien, d'une manière de faire la société. Et je pense que c'est ça qui est fascinant avec la Thaïlande. Ce n'est pas un pays où tout le monde se ressemble, mais c'est un pays où, malgré les différences, beaucoup de gens partagent encore certains instincts sociaux et émotionnels. Autrement dit, être Thaï, ce n'est pas être identique. C'est peut-être reconnaître presque intuitivement une certaine manière d'être ensemble. Pour conclure, au fond, je pense que c'est peut-être ça qu'il faut retenir. Être Thaï, ce n'est pas forcément être pareil. La Thaïlande a toujours été un pays traversé, mélangé, stratifié, composé de régions, de visages, d'héritages, de religions, de langues, d'influences très différentes. Et pourtant, malgré tout ça, il existe encore une manière commune de se reconnaître, de coexister, de faire société. Même dans l'hymne national, on entend cette idée de rassemblement. Pathet Thai, Ruam, Luat Nua, Cha Cha Thai. Comme on peut traduire ça par quelque chose comme la Thaïlande unit le sang et la chair du peuple thaï. Autrement dit, ce qui compte, ce n'est pas forcément d'être tous identiques. Et quand on regarde l'histoire réelle du pays, on voit bien que l'identité thaï ne s'est pas construite dans la pureté, ni dans l'uniformité. Elle s'est construite en absorbant des couches, des influences, des mélanges, sans perdre complètement son sentiment d'être elle-même. Donc peut-être qu'être Thaï, ce n'est pas être le même. Peut-être que Pen Thai, au fond, c'est appartenir librement à quelque chose de commun, au milieu de toutes ces différences. Bon, aujourd'hui, je n'ai pas d'endroit à vous recommander. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas ni dans un restaurant, ni dans un lieu en extérieur de Hue Hin que je vous recommanderais. On est on est en intérieur, donc j'espère que vous aimez le petit set qu'on est en train de faire. Les choses vont changer. Ça nous permet d'avoir un endroit, on va dire un petit studio à disposition. C'est bientôt la saison des pluies, donc voilà, pour plus de safety, on est en train de mettre ça en place. Les choses vont changer petit à petit, mais donc pas de recommandation. En tout cas, toujours la même chose entre nous. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, les notifications, la clochette pour ne rien rater. Et comme d'habitude, on se voit toutes les 2 semaines pour une nouvelle vidéo sur la Thaïlande, la culture thaï, à travers mon regard métissé. Donc restez curieux, et puis à dans 2 semaines. Bye bye. คนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่